Bonjour à toutes et à tous. Il fait très chaud aujourd'hui, du coup je me permets une petite vidéo un peu tard en cette fin de journée. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet central dans mon histoire, la non-représentation d'enfants et la rupture de lien que j'ai subie avec mes enfants. Je veux vous en parler calmement, avec des faits, avec une chronologie, avec des pièces, parce que ce sujet est souvent très mal compris. Quand on parle de non-représentation d'enfants, beaucoup imaginent une situation ponctuelle, un parent qui arrive pour récupérer ses enfants et l'autre parent qui ne les remet pas. Mais dans la réalité, cela peut être beaucoup plus profond. Cela peut être un ensemble de comportements répétés. Des appels qui restent sans réponse, un numéro bloqué, des informations scolaires qui ne sont plus transmises, des informations médicales retenues, des passages de bras empêchés, des enfants placés au milieu des échanges parentaux, un parent qui se retrouve privé de lien, puis accusé d'être trop insistant lorsqu'il tente simplement de maintenir ce lien. C'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je ne vais pas parler uniquement avec mon ressenti, je vais parler avec la chronologie de mes démarches, de mes lettres recommandées, de mes dépôts de plainte et des éléments qui ressortent des décisions judiciaires. D'abord, il faut rappeler le cadre. Donc, une décision JAF avait fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, en l'occurrence, de mon droit de visite et d'hébergement. La résidence des enfants était fixée au domicile du père, mais j'avais un droit de visite et d'hébergement, notamment pendant les vacances scolaires et selon les modalités prévues par jugement. Donc, ce jugement initial a eu lieu en juillet 2021. Le jugement rendu en mai 2025, dans le cadre de ma demande de référé, rappelle ce cadre antérieur et les demandes de chaque partie et la nécessité d'évaluer la situation familiale dans un contexte de conflit important. Ce que je dénonce, c'est qu'à partir du mois d'août 2024, le lien a commencé à être profondément entravé. Dans mes courriers, j'ai rappelé que mes appels et mes SMS restaient sans réponse et que mon numéro avait été bloqué. Dans ma lettre recommandée du 24 septembre 2024 que j'avais adressée du coup au père, j'écrivais déjà que la lettre recommandée devenait mon seul moyen en fait de communication concernant les enfants parce que les appels et les SMS restaient sans réponse. J'ai demandé également la transmission des informations médicales, scolaires et de suivi des enfants, notamment les carnets de santé et les informations relatives à leur médecin. Je veux que chacun comprenne ce que cela signifie concrètement. Quand un parent est titulaire de l'autorité parentale, il ne s'agit pas seulement de voir ses enfants quelques jours, il s'agit aussi de pouvoir être informé de leur santé, de leur scolarité, de leur quotidien, de leurs rendez-vous médicaux, de leurs activités et de leur état émotionnel. Être privé de ces informations, c'est être progressivement effacé de la vie de ses enfants. Donc dans mon courrier du 24 septembre, j'expliquais aussi que depuis le 11 août 2024, j'étais privée de tout échange téléphonique avec les enfants. J'y alertais par la souffrance qu'ils avaient verbalisée, sur le fait qu'ils me disaient que papa ne veut plus qu'on te voie et qu'on te parle, et sur le fait qu'ils étaient renvoyés vers les juges et les gendarmes, alors qu'ils n'avaient que 6 et 5 ans au moment des faits. Ensuite, j'ai continué à écrire. Le 14 octobre 2024, j'ai envoyé une nouvelle lettre recommandée. J'ai rappelé que j'étais toujours en attente de réponse à mes courriers précédents et j'y évoqué mes passages à l'école, le fait que certaines informations importantes ne m'étaient pas transmises, notamment concernant les réunions scolaires, les suivis médicaux, les lunettes de ma fille, la consultation ORL pour mon fils, les carnets de santé, les cahiers de liaison et les ordonnances médicales. Dans cette lettre, j'expliquais également que mes enfants me transmettaient eux-mêmes certaines informations importantes lorsque je les voyais pendant de brefs moments à la sortie des écoles. Donc ils me transmettaient des informations telles que des rendez-vous, un possible déménagement, des éléments de santé. Et c'est précisément ce qui était devenu problématique.
c'est que les enfants, en fait, ne devaient pas et ne doivent jamais être placés dans le rôle d'intermédiaire entre leurs parents. Un enfant n'a pas à porter les informations que les adultes refusent de se transmettre. Puis, il y a eu les dépôts de plainte. Le 19 octobre 2024, bon, je me suis déjà présentée au mois d'août 2024 avec un huissier de justice, notamment pour faire constater la non-représentation d'enfants, la première. Ensuite, en septembre, je suis retournée déposer plainte pour non-représentation d'enfants. Le 19 octobre 2024, je me suis présentée à la gendarmerie pour déposer plainte à nouveau pour non-représentation d'enfants. Dans le procès verbal, j'indiquais notamment que selon le jugement, je devais avoir les enfants du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre, donc pour les vacances de Toussaint. J'ai déclaré être arrivée de Toulouse à 15h, avoir attendu jusqu'à 16h, donc en Haute-Loire, avoir frappé à la porte sans réponse, avoir tenté de joindre le père des enfants et être obligée d'appeler en inconnu parce que mon numéro était bloqué. J'ai aussi déclaré ne plus réussir à avoir mes enfants depuis le mois d'août et être privée de tout contact téléphonique depuis le 11 août. Ce n'est donc pas une impression vague. C'est une plainte avec une date, une heure, un lieu, une décision de justice, une déclaration précise, une tentative de contact et un constat. Je n'ai pas pu exercer mon droit de visite et d'hébergement. Le 22 novembre 2024, une nouvelle plainte a été déposée pour une situation liée à l'école. Dans cette plainte, il est indiqué que les enfants devaient initialement être à l'école jusqu'à 16h30, puis qu'il aurait été annoncé, en fait, qu'ils n'y seraient pas l'après-midi. J'y ai déclaré que leur père se présentait avec son fils devant moi et les gendarmes en expliquant qu'il ne voulait plus me remettre les enfants et que tout contact avec moi avait été coupé. Ce même jour, donc dans une autre audition, j'ai également dénoncé des difficultés liées à l'exercice de mon autorité parentale, notamment l'accès aux informations scolaires, les informations transmises par l'école, les autorisations, les affaires scolaires, les cahiers et les échanges concernant les enfants. Ce que je veux montrer ici, c'est la répétition. Ce n'est pas un incident isolé, ce n'est pas une incompréhension ponctuelle, c'est une accumulation. Pardon. À chaque fois, je tente de comprendre, je tente d'écrire, à chaque fois, je tente d'obtenir des informations, je tente de faire respecter le cadre fixé par une ordonnance de jugement, donc par le juge aux affaires familiales en l'occurrence. Et à chaque fois, je me retrouve face à un mur. Le 28 décembre 2024, j'ai de nouveau déposé plainte pour non-représentation d'enfants. Dans cette plainte, j'ai déclaré m'être présentée au domicile du père à 15h pour récupérer les enfants comme prévu, mais que personne n'était au domicile, que les volets étaient fermés et qu'ils ne répondaient pas à mes appels. J'ai indiqué également avoir reçu un SMS m'informant qu'ils ne me laisseraient pas les enfants en attendant le jugement JAF. Sachant que le JAF devait intervenir 2 mois plus tard, en février 2025. Donc là encore, ce n'est pas simplement je n'ai pas vu mes enfants. C'est je me déplace de Toulouse jusqu'à la Haute-Loire, je respecte l'horaire convenu, je me rends au lieu prévu par ordonnance de jugement, je tente d'appeler, je ne reçois pas les enfants et je dépose plainte. Dans une autre plainte du 28 décembre 2024, je suis revenue sur un épisode du 3 août 2024 lors d'un d'un passage de bras où j'ai dénoncé, en fait, du coup, le papa était venu récupérer les enfants pour l'été. Et ce jour-là, donc j'ai dénoncé le fait que le père des enfants aurait décidé de ne plus me les remettre pour la simple et bonne raison que ce jour-là, il était venu avec son fils d'une précédente union, âgé de 16 ans, en lui demandant de me filmer. Du coup, je lui ai adressé un message par la suite
Donc sur le coup, effectivement, je lui ai demandé de ne pas me filmer, que je ne l'autorisais pas à me filmer. Et le père, du coup, a encouragé son fils en lui disant de continuer. Donc j'ai envoyé un message au père et j'ai envoyé un message à la maman. Parce qu'évidemment, je respecte l'autorité parentale. Et là, ils ont l'autorité parentale également conjointe sur son fils. Donc une capture est jointe au dossier de plainte, mentionnant notamment un message inquiétant de la part du père me disant « Je garde les enfants jusqu'à la fin des vacances ». Ce que je veux expliquer dans cette vidéo, c'est que lorsqu'un parent est privé de ses enfants, on lui demande souvent de rester calme, de ne pas appeler, de ne pas insister, de ne pas déranger, de ne pas trop écrire, de ne pas trop se plaindre. Mais alors, il reste quoi? Que reste-t-il exactement quand on vous bloque? Quand on ne vous transmet pas les informations? Quand on ne vous permet plus de parler avec les enfants? Quand les passages de bras ne se font plus? Quand les plaintes n'aboutissent pas? Quand les courriers restent sans réponse? Que doit faire un parent? Se taire? Attendre? Accepter? Disparaître? Moi, je n'ai pas accepté de disparaître. J'ai écrit, j'ai déposé plainte, j'ai demandé des informations, j'ai tenté de maintenir le lien, j'ai tenté tout simplement d'agir dans le cadre. Et pourtant, ce combat-là, au lieu d'être entendu comme une alerte, a fini par être retourné contre moi. C'est précisément ce que je veux documenter. En mai 2025, le JAF a rendu une décision en référé. Cette décision ne m'a pas donné tout ce que je demandais, mais elle reconnaît plusieurs éléments importants du contexte. Elle rappelle que je dénonçais ne plus avoir rencontré mes enfants depuis août 2024, que des plaintes avaient été déposées pour non-représentation d'enfants, et que le conflit parental était durable et important. Le juge a ordonné une enquête sociale et a prévu provisoirement des passages de bras en lieu neutre. Je reviendrai sur une autre vidéo sur le lieu neutre. C'est important parce que cela montre déjà que la situation n'était pas une invention de ma part, ni une simple exagération. Le juge a considéré qu'il fallait une enquête sociale, le juge a considéré qu'il fallait connaître les conditions de vie des enfants, le juge a considéré que le conflit nécessitait une mesure d'investigation. C'était pas la première enquête sociale qu'on avait ou la première mesure d'investigation entre nous. Le juge a prévu un passage de bras en lieu neutre. Et malgré cela, le lien restait abîmé. En février 2026, j'ai donc encore envoyé une lettre recommandée au père. Cette fois, j'ai formalisé de nouvelles et nombreuses demandes concernant les informations médicales, scolaires et logistiques des enfants. J'ai rappelé que cette démarche avait pour seul objet de me permettre d'exercer pleinement mon rôle de parent titulaire de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt des enfants. Dans ce courrier, je demandais des informations sur différents suivis médicaux, sur des documents scolaires, sur des décisions prises unilatéralement, sur les activités, sur les échanges téléphoniques, et je proposais également à monsieur une plateforme, de mettre en place une plateforme de coparentalité pour sécuriser les échanges. J'y écrivais que les échanges devaient être écrits, datés, traçables et exclusivement centrés sur les enfants. J'ai expliqué que cette situation était une solution qui visait justement à éviter l'escalade conflictuelle et à garantir des échanges clairs et exploitables en cas de difficulté. Et c'est cela aussi que je veux que l'on comprenne, c'est que je n'ai pas demandé le chaos, j'ai demandé un cadre, je n'ai pas demandé à entretenir un conflit, j'ai demandé une plateforme de coparentalité. Je n'ai pas demandé à être au centre de tout, j'ai demandé à recevoir les informations nécessaires sur mes enfants. Je n'ai pas demandé à parler d'autre chose. J'ai demandé que les échanges portent sur la santé, la scolarité, l'organisation, le quotidien et le lien parent-enfant. Parce que le véritable sujet, ce ne sont pas les adultes. Le sujet, ce sont les enfants. Leur stabilité, leur sécurité affective, leur droit à aimer leurs deux parents, leur droit à ne pas être placés au milieu de ce conflit, leur droit à ne pas être utilisés comme des messagers,
leur droit à maintenir un lien avec leur maman. Ce que je dénonce, ce n'est pas seulement une non-représentation d'enfants ou une non-représentation ponctuelle, tout simplement. Je dénonce une rupture de lien, une rupture qui se construit par des petites couches. On ne répond plus, on bloque, on ne transmet plus les informations, on modifie l'organisation, on place les enfants au centre des sujets, on rend les échanges impossibles, puis on accuse le parent privé de lien d'être trop présent, d'être trop insistant et d'être trop inquiet. Et cette mécanique, beaucoup de parents la connaissent. Des mères, des pères, des parents protecteurs, des parents qui alertent, des parents qui ne cherchent pas à nuire, mais simplement à ne pas être effacés. Je veux que cette vidéo serve à ça, montrer que la non-représentation d'enfants ne se limite pas à une date dans un procès verbal. C'est aussi un effacement progressif. C'est le téléphone qui ne sonne plus, c'est le numéro bloqué, c'est le cahier de liaison auquel on n'a plus accès, c'est le carnet de santé que l'on réclame, c'est l'information médicale qui n'arrive pas, c'est l'école qui ne sait plus comment vous transmettre les informations, c'est l'enfant qui vous apprend lui-même ce que l'autre parent en fait refuse de vous dire. C'est la plainte déposée, puis l'attente, c'est la fatigue, c'est l'angoisse, c'est le sentiment d'impuissance, c'est le combat pour ne pas disparaître. Et je le dis clairement, je ne veux pas disparaître. Je veux être une maman, je veux être informée, je veux pouvoir protéger, je veux pouvoir aimer mes enfants. Je veux pouvoir exercer mon autorité parentale. Je veux que mes enfants sachent que je n'ai jamais cessé d'être là. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent vivent des situations similaires. Alors je veux le dire avec à ses parents. Documentez. Gardez les courriers. Gardez les preuves d'envoi. Gardez les SMS. Gardez les captures. Gardez vos décisions de justice. Et déposez plainte quand vos droits ne sont pas respectés. Demandez un cadre, demandez des échanges écrits, demandez des informations. Mais surtout, ne laissez personne vous faire croire que vouloir garder un lien avec vos enfants est un délit. Un enfant n'appartient à aucun parent. Un enfant a besoin de sécurité, de stabilité, d'amour, de continuité et de vérité. Et quand un parent est volontairement effacé, ce n'est pas seulement ce parent qui est atteint. Ce sont les enfants aussi. Aujourd'hui, je continuerai à parler de cette rupture de lien parce qu'elle est au cœur de mon dossier. Elle est au cœur de mon combat et elle est au cœur de ce que je veux faire comprendre. Je ne parle pas pour alimenter un conflit. Je parle parce qu'un conflit ne doit jamais servir à effacer un parent. Je parle parce que les enfants ne doivent pas devenir des armes. Je parle parce que les plaintes pour non-représentation d'enfants ne doivent pas être banalisées. Je parle parce que les parents privés de lien doivent pouvoir être entendus avant d'être épuisés, en fait. Donc ma ligne reste la même. Les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Encore une fois, je ne demande pas que l'on me croie sur parole. Je demande que l'on regarde les éléments. Je vous remercie encore d'être là. Je vous embrasse. À bientôt.